professionnel Hippolyte Lafontaine, peu de séquelles d'un double accrochage un peu plus tôt. Victoria carrément, complètement, excusez-moi. C'est instantané et on nous dit que sur la 20 en direction ouest au niveau de la 55e. C'est carrément, c'est au Westmount Square. Non confirmé, il y aurait accident. En direction ouest. Allez-vous-en, voici la météo. C'est froid aujourd'hui avec un peu de neige cet après-midi, maximum -8. La nuit prochaine, la neige se change en pluie verglaçante. Demain matin, la pluie verglaçante se change en pluie ou en bruine. Température à la hausse cette nuit. Demain, maximum 2 à 4. Et jeudi, nuageux averse, maximum 4. Monsieur Croteau. Traîneau à chien dans Charlevoix. Code régional 88 à 665 44 54. Monsieur Hardy. Cette semaine, ça vaut la peine de souligner qui est le joueur de la Ligue nationale. Le joueur de la semaine de la Ligue nationale, c'est Gary Roberts. Il a raté 89 parties d'affilée. À son retour, 6 points, dont 4 buts. Eh ben, remarquable. Monsieur Bigard. Alors, pour faire fleurir votre cactus de Noël à la Saint-Patrice, le garder en jour court, 11 heures de clarté, 13 heures de nuit. Monsieur Chasson. Oui, la Banque de Montréal a annoncé hier une hausse de son taux de son dividende de 9 %. Son dividende trimestriel passe de 33 sous à 36 sous par action. Merci, Monsieur Chasson. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle, en tout cas. Et vous, madame? Il y a de plus en plus de ligues d'improvisation. Il y a une nouveauté. Ce soir, 21h30 au Quai des Brumes, à découvrir 8 musiciens, comédiens qui vont faire du jazz-théâtre avec des thèmes musicaux improvisés. Merci. Et vous, Monsieur Leroy? Aux États-Unis, depuis que le columniste du New York Times, William Safire, a qualifié l'épouse du président Hillary Clinton de menteuse congénitale, les grands magazines Newsweek, Time, US News and World Report mettent clairement en doute sa version sur le scandale d'éthique affectant ses investissements privés. Il est maintenant 8 heures. Voici les informations de Radio-Canada. Le Radio-Journal de Radio-Canada avec Raymond Archambault. Bonjour, mesdames, messieurs. Au sommaire ce matin, les Russes attaquent le commando tchétchène retranché dans un village du Daghestan. Lucien Bouchard démissionne de ses fonctions de député et de chef de l'opposition aux communes. Et le Conseil des ministres du Québec cherche des moyens d'empêcher une hausse de la taxe de vente. Le commando tchétchène, retranché avec plusieurs dizaines d'otages dans le village daguestanais de Pervomaskaya, résiste toujours. Les Russes affirment que 28 personnes ont été libérées depuis hier. L'une d'entre elles, un policier, a déclaré que tous ses collègues, qui s'étaient en quelque sorte constitués otages volontaires, sont en vie. Il a démenti ainsi les informations des autorités russes, selon lesquelles le commando aurait exécuté 8 de ses policiers, ce qui était le motif de l'assaut lancé hier par les troupes fédérales. Pendant ce temps, à Grozny, la capitale de la Tchétchénie, on signale une autre prise d'otages portant sur une quarantaine de personnes, presque toutes russes. Le point avec Jacques Alamand. La Russie est en train de connaître le cycle infernal des prises d'otages. Une quarantaine de personnes, en majorité des Russes, ont été enlevées dans la banlieue de Grozny par un inconnu. Au Daghestan, la prise d'otages de Pervomaïskaya s'éternise. Depuis 1 jour et demi, la deuxième armée du monde tente de déloger une poignée d'indépendantistes qui se battent farouchement contre les unités d'élite envoyées par le Kremlin. Le chef du FSB, l'ex-KGB, Mikhail Barsoukov, qui supervise toute l'opération, a reconnu que le commando indépendantiste oppose une vive résistance. Les combats sont acharnés et quoi qu'il arrive, les preneurs d'otages sont déjà considérés par les Tchétchènes comme des héros de la guerre d'indépendance, coupés depuis plus de 30 heures de tout soutien logistique, cernés par les troupes russes. Les combattants sont bien décidés à ne pas faire de quartier. Les rebelles qui retiennent toujours une dizaine d'otages ne sont pas seulement des terroristes, ce sont aussi des soldats rompus aux techniques de la guérilla. Pour Boris Yeltsin, la facture politique de la prise d'otages de Pervomaïskaya risque d'être très lourde. Moscou, Jacques Alamand pour Radio-Canada. Québec ne prend pas au sérieux les prédictions évoquées par le président de la Banque de Montréal advenant la souveraineté du Québec. À l'Assemblée générale des actionnaires de la Banque à Calgary hier, Matthew Barrett a sonné l'alarme auprès des Canadiens qui se désintéressent de l'unité nationale et qui se préoccupent surtout d'économie. Selon lui, la souveraineté du Québec se traduirait par des pertes de 150 à 200 milliards de dollars pour l'économie canadienne. Le président du Conseil du Trésor du Québec, Jacques Léonard, a qualifié ces estimations d'élucubration catastrophique. Le vice-premier ministre, Bernard Landry, de son côté, parle de prophéties qui reposent sur du vent
et invite M. Barrett à plutôt se pencher sur un partenariat économique avec un Québec souverain. Lucien Bouchard a remis sa démission hier à Ottawa comme chef de l'opposition officielle et comme député de Lac-Saint-Jean. Plus tard en soirée, à Montréal, il a présidé sa dernière réunion en tant que chef et fondateur du Bloc québécois. M. Bouchard a désigné le député Gilles Duceppe comme chef intérimaire du Bloc d'ici la tenue du congrès de direction le 17 février. Le futur premier ministre du Québec a aussi précisé comment il entrevoyait les relations entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Mais moi, j'ai l'intention, dans la mesure où ça dépend de moi, d'intensifier les rapports organiques, les rapports de fonctionnement, de coordination des deux formations. Lucien Bouchard a par ailleurs réaffirmé son intention de toucher sa pension d'ex-député fédéral. Je l'ai gagné, c'est à moi. Puis je l'ai gagné durement. Vous savez, c'est 8 ans, presque 8 ans de ma vie la plus active, les années les plus importantes de ma vie active que j'ai consacrée à la politique à Ottawa. Et puis, comme tous les autres, j'avais droit à une pension, puis je vais la toucher. L'ex-ministre fédéral Brian Tobin et éventuel prochain premier ministre de Terre-Neuve a lui aussi indiqué qu'il toucherait sa pension de député. À Québec, le Conseil des ministres termine aujourd'hui sa rencontre spéciale de 2 jours sur la réduction des dépenses de l'État. Tous les programmes gouvernementaux sont remis en question. L'objectif est de réduire d'1 demi-milliard de dollars les dépenses du gouvernement cette année. Ces compressions pourraient atteindre le milliard si Lucien Bouchard maintient son objectif de ne pas hausser la taxe de vente. Voici le reportage de Suzanne Ouellette. Le Conseil des ministres pave la voie à Lucien Bouchard qui a annoncé une réduction de l'État québécois. Hier, le Conseil a d'abord fait un tour d'horizon des revenus et dépenses du gouvernement. Le vice-premier ministre Bernard Landry. Ça consistait surtout à déblayer le terrain, à éliminer les faussetés du décor. Est-ce que c'est vrai que les PME sont plus taxées au Québec qu'en Ontario? Réponse non. Le président du Conseil du Trésor, Jacques Léonard, affirme qu'aucune décision n'est encore prise sur l'annulation de la hausse prévue de la taxe de vente qui pourrait porter à 1 milliard de dollars la réduction nécessaire des dépenses gouvernementales cette année. Des scénarios sont évoqués, dit-il, mais pour lui, il est important de dégager une marge de manœuvre pour le gouvernement. Nous devons dégager une façon de réorganiser le gouvernement. Tous les programmes sont sur la table. Certains ministres font valoir que ce sont surtout les grands ministères qui accaparent la plus grande part du budget qui devront écoper. On songe à la santé, à l'éducation ou à l'aide sociale. Mais Bernard Landry défend les grands principes de l'assurance maladie. Jeanne Blackburn dit avoir peu de marge de manœuvre à l'aide sociale, alors que Jacques Brassard souligne que l'environnement a déjà beaucoup écopé dans le passé. Finalement, Bernard Landry croit que le gouvernement peut cesser de subventionner les entreprises et il croit que l'État québécois n'a plus autant que par le passé besoin d'être présent dans des secteurs économiques. Suzanne Ouellette, à Québec. Toujours à Québec, le ministre des Ressources naturelles, François Gendron, a fait marche arrière sur la question d'Hydro-Québec. Avant son entrée à la réunion du Conseil des ministres, M. Gendron avait indiqué que l'idée de privatiser partiellement Hydro-Québec pourrait être envisagée si c'était le vœu du gouvernement. À la sortie de la rencontre, M. Gendron a nié avoir parlé de cette question. Le compte-rendu de Jean Tivierge. Avant la réunion spéciale du Conseil des ministres sur la situation des finances publiques, on avait demandé au ministre des Ressources naturelles, François Gendron, si la privatisation, même partielle, d'Hydro-Québec serait envisageable pour régler les problèmes financiers du gouvernement. Il faut retourner toutes les pierres pour examiner toutes les possibilités, disait-il, et François Gendron ajoutait ce qui suit. Est-ce qu'une privatisation partielle, on doit regarder ça avant de dire qu'il n'y en a pas question d'aucune façon? Moi, je pense qu'on doit regarder ça. C'est le vœu de l'équipe ministérielle et du caucus. 8 heures plus tard, à la sortie de la première journée de réunion, on lui repose des questions sur ce sujet. Il nie alors avoir abordé ce sujet. Je n'ai pas parlé d'Hydro-Québec. J'ai dit qu'il fallait toucher toutes les choses qui nous semblent questionnables. Il fallait relever toutes les pierres, comme ça a été mentionné par d'autres, et c'est ce qu'on est en train d'analyser et d'évaluer. Le 6 décembre dernier, après un discours à Laval, on avait demandé à Lucien Bouchard si la privatisation partielle d'Hydro-Québec pourrait être envisagée pour assainir les finances. Ce que je pense, c'est qu'il faut regarder toutes les hypothèses. Personnellement, je pense qu'on devrait envisager des mesures de privatisation avant des taxes nouvelles. Quant à François Gendron, il a aussi précisé qu'il souhaitait demeurer ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement Bouchard. Jean Tivierge, à Québec. À Ottawa, un vaste regroupement de syndicats et de groupes sociaux demande de ne pas s'attaquer davantage aux programmes sociaux dans le prochain budget prévu en février. La Coalition canadienne de la santé dit pouvoir compter sur l'appui de quelques membres du caucus, mais ses représentants ont tenté en vain de faire entendre leur point de vue au ministre des Finances.
Le reportage de Dorothée Giroux. Des principaux ténors du cabinet chrétien, seul le leader en chambre du gouvernement, Herb Gray, et la ministre de la Santé, Diane Marleau, ont accepté de s'asseoir à la même table que la Coalition canadienne de la santé pour discuter du prochain budget fédéral. La ministre Marleau a assuré qu'elle transmettrait le message au principal intéressé, le ministre des Finances, Paul Martin, qui a refusé, lui, de rencontrer les membres de cette coalition de syndicats, d'églises et d'organismes sociaux. Le ministre des Finances et moi, nous travaillons très bien ensemble. Nous reconnaissons que nos programmes sociaux sont très importants pour les Canadiens et les Canadiennes. Les membres de la Coalition de la santé doutent qu'Ottawa tienne à ce point aux programmes sociaux. Lynn Toupin de l'Organisation nationale anti-pauvreté craint même que le fédéral, avec son nouveau régime de paiement de transfert aux provinces, soit sur le point d'abandonner le financement de certains programmes déjà établis. On avait eu la rumeur avant Noël qui indiquait qu'il y avait une préférence qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral s'oriente simplement vers les programmes, le financement des programmes des services de santé et qu'on laisserait l'entière responsabilité pour les programmes sociaux aux provinces. La coalition cherche à obtenir des garanties que le gouvernement chrétien va maintenir les normes nationales en matière de santé et qu'il va assurer un financement adéquat de l'éducation postsecondaire et de l'aide sociale. Dorothée Giroux à Ottawa. Dans quelques instants, un reportage sur la campagne électorale dans les territoires palestiniens. Et puis nous évoquerons aussi le 5e anniversaire de la guerre du Golfe. Des soldats canadiens sont de nouveau sur la sellette, cette fois pour une mission en Bosnie. Le personnel d'un hôpital pour déficients mentaux de Bakovici a accusé des casques bleus canadiens d'avoir battu des patients, tenu des soirées où l'alcool coulait à flot et d'avoir eu des relations sexuelles avec des infirmières. Les informations contenues dans un document adressé au ministre Colonnette il y a 1 an ont été publiées par le magazine militaire Esprit de corps. Le directeur de la sécurité au ministère de la Défense a affirmé lundi qu'il n'existait aucune preuve de comportement répréhensible chez les soldats de la base de Valcartier en mission en Bosnie. La police israélienne craint que des colons juifs ne tentent de perturber samedi à Jérusalem les premières élections générales palestiniennes. Elle s'attend à ce que de nombreux juifs d'extrême droite venant de Cisjordanie tentent d'investir les bureaux de scrutin de Jérusalem-Est. Des élections que boycottent d'ailleurs le Hamas et le djihad islamique. Mais ce qui n'empêche pas la présence de candidats islamistes indépendants. Hugues Poulain, qui est à Gaza, a rencontré l'un de ses candidats, l'imam Abou Khalil, qui se veut le défenseur des 700 000 réfugiés palestiniens qu'il appelle les laissés pour compte des accords de paix. À Gaza, on n'est jamais loin d'une mosquée d'Allah, souvent les seuls refuges face à la misère chronique. La plupart des mosquées sont contrôlées par le mouvement Hamas qui boycotte cette élection. Hamas a même dissuadé 3 candidats de se présenter sous sa bannière, mais on retrouve quand même des islamistes indépendants, dont l'imam Abou Khalil. Il peut être élu député du camp de réfugiés de la plage de Gaza, c'est-à-dire un bidonville aux allures de dépotoir en bord de mer et qui n'a guère changé depuis le départ des soldats israéliens il y a 1 an et demi. L'imam Abou Khalil accuse Yasser Arafat d'avoir oublié ceux qui ont mené au péril de leur vie la révolution des pierres, l'intifada. Selon lui, les animaux au Canada sont mieux logés que les réfugiés à Gaza. Pourtant, une nouvelle bourgeoisie émerge. On retrouve des restaurants, des voitures de luxe, mais le chômage dépasse les 50%. Avec 700 000 réfugiés sur 1 million d'habitants, Gaza vit encore comme une bombe à retardement. Sans travail, incapables de sortir de leur enclave, les miséreux demeurent le principal réservoir à martyrs des extrémistes opposés au dialogue avec Israël. Et ici Hugues Poulain, à Gaza. À Genève, une quarantaine d'États et une vingtaine d'organisations internationales entreprennent aujourd'hui l'étude du problème de l'avenir de quelques 2 millions de réfugiés de Bosnie. Leur retour est prévu sur 2 ans, en 3 phases, à partir du printemps. Il semble que de nombreux réfugiés ne pourront toutefois rentrer chez eux. Le partage de la Bosnie en zones ethniques séparées obligera en effet des ressortissants à s'installer dans une région où leur ethnie est majoritaire, mais dont ils ne sont pas originaires. D'autre part, en Bosnie même, l'échange de prisonniers entre Serbes, Croates et musulmans connaît encore des ratés.
Un premier groupe de 500 qui devait être libérés hier ne l'ont pas été et tout indique que les 400 qui devaient l'être aujourd'hui ne le seront pas. L'Agence internationale de l'énergie atomique affirme que l'Irak s'est procuré de nombreuses technologies nécessaires à la production d'armes nucléaires. Elle lance donc une mise en garde à quelques heures du 5e anniversaire du déclenchement de la guerre du Golfe dans la nuit du 16 au 17 janvier 1991. Hier à New York, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont apporté leur soutien à la proposition de la France d'envoyer une mission humanitaire spéciale de l'ONU en Irak pour enquêter sur les effets des sanctions commerciales. Washington voudrait aussi que la mission soit également chargée d'étudier dans quelle mesure le gouvernement irakien est responsable des souffrances de son propre peuple, souffrances qui toucheraient particulièrement les enfants. Voici Aline Gobeil. Grâce à l'aide internationale, l'Irak a réussi à maintenir un niveau très élevé de vaccination et l'UNICEF a mis en place un réseau de réservoirs mobiles pour fournir de l'eau potable aux populations rurales. Mais les problèmes de santé sont immenses. Les déchets, par exemple, ne sont pas traités. Ils aboutissent dans les cours d'eau. L'agriculture est paralysée à cause de l'incapacité de l'État à importer des pièces et de la machinerie et la malnutrition est devenue un problème majeur dans ce pays qui jouissait d'un niveau de vie élevé avant la guerre. L'UNICEF souligne qu'il y a dans les villes irakiennes aujourd'hui des enfants mendiants. L'État a réduit les rations alimentaires distribuées aux citoyens, si bien que les enfants reçoivent moins que leurs besoins quotidiens en calories. Les États-Unis et aussi le Canada répètent que l'Irak n'a qu'à se conformer à la résolution des Nations unies qui l'autorise, malgré l'embargo, à vendre une partie de son pétrole. Les profits iraient à l'ONU qui se chargerait d'en distribuer une partie au peuple irakien. L'Irak y voit une atteinte à sa souveraineté et refuse l'ultimatum onusien. À la veille du 5e anniversaire de la guerre du Golfe, on ne voit aucun répit pour le peuple irakien. Ici Aline Gobeil, à Montréal. Et puis en terminant, je vous rappelle que le commando tchétchène retranché à Pervomaskaya résiste toujours. 28 otages ont été libérés depuis hier. L'un de ces otages, un policier, a déclaré que tous ses collègues qui s'étaient en quelque sorte constitués otages volontaires sont en vie. Il dément ainsi les informations des autorités russes. Toutes les méthodes pour arrêter de fumer ne seraient-elles que fumisterie? La réponse au magazine Tout compte fait dès 9h08. Puis à 9h30, à Indicatif présent, Marie-France Bazot reçoit le comédien Michel Côté et l'auteur de la bande dessinée Le Chat. Ces deux émissions sont présentées 1 heure plus tard dans les Maritimes. Enfin, à 11h07, Maritime 13h07, les refrains d'abord avec Monique Giroux. Attention. Et en même temps, j'ajoute attention, mesdames, messieurs, parce que nous sommes en ondes, les gens nous entendent et nous écoutent. Enfin, on ne sait pas, là, mais en tout cas, il est possible qu'ils nous entendent. Et en plus, M. Laurando, est-ce que vous êtes d'accord? La bibliothèque doit avoir une odeur. Est-ce que la bibliothèque doit avoir une odeur? Est-ce que la conception de l'odeur, du son, de la vision qu'on a d'une bibliothèque, est-ce que ça fait partie de la bibliothèque? Dans votre bibliothèque, est-ce qu'il y a une odeur de livre? Ou de vieux livres? Il n'y a pas vraiment une odeur, mais il y a certainement un look là, qui inspire à la réflexion. Ah, vous, c'est le look. Alors, bon, voilà. Alors, elle doit aussi avoir une image. Mais en tout cas, on parle du déménagement de la Bibliothèque nationale du Québec dans quelques minutes avec M. Jean-Claude Marsan, qui nous fait sa visite tri-hebdomadaire. Mais avant toute chose, nous donnons nos salutations. Il fait très, très, très froid, encore moins 17, moins 18, mais demain matin, il va peut-être pleuvoir. Ben Commençons par les nouvelles de la pluie. Pour le party de M. Marsan, il va y avoir de la pluie demain. C'est jeudi, son party. C'est jeudi d'habitude, mais encore de la pluie. Faites-vous encore ça dehors? Mais non. On fait un petit feu. Oui. On vous l'avait dit en début d'année, hein, jamais parler de choses personnelles, ça reste toute l'année. Il y a de la neige qui va commencer en après-midi, de la neige intermittente, donc il n'y en aura quand même pas beaucoup. Maximum aujourd'hui froid, moins 8 degrés. La nuit prochaine, cette faible neige se change en pluie verglaçante tôt au début de la nuit parce que le mercure sera à la hausse pour atteindre moins 2 à l'aube. Demain matin, cette pluie verglaçante se changera en pluie ou un petit peu de pluie ou un petit peu de bruine. Maximum 2 à 4 degrés et ce sera venteux du secteur sud. Et jeudi, des averses de pluie, maximum de 4. Et la bibliothèque, ça doit sentir le livre ou ça sent le A commercial, // maintenant? Non, il faut toujours que ça sente le livre. Voilà.
Monsieur Roger Laroche. Surtout pas les sandwichs aux œufs, hein? Pourquoi mangez-vous des sandwichs aux œufs en lisant? C'est pas une cafétéria, une bibliothèque, hein? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, je dis ça À comme cause, ça. à cause de chez Simpson? On va voir. Allez-y, Roger. En circulation, Joël, c'est comme un beau dimanche matin, certain calme avant le mauvais temps à l'horizon. Il y a peu de problèmes, et lorsqu'il y a problème, ça dérange bien peu, notamment au pont de Hippolyte-Lafontaine, direction sud, camion en panne, faible ralentissement derrière. Toutefois, dérapage qui nous incite à vous recommander d'être attentif dans l'échangeur des Pins du Parc. C'est dans la bretelle des Pins Est pour du Parc Nord. Véhicule qui a fait une embardée là du côté gauche. Soyez prudents. En ce qui concerne la 20 en direction ouest, au niveau de la 55e avenue, il y a eu accident. Les policiers de la Sûreté du Québec complètent le rapport. Merci, Roger Soleil. Soleil? Oh non, ça a été très éphémère, là. Un clin d'œil entre 7h25 et 7h30 et c'est fini. OK, alors profitez-en bien. Demain matin, ça risque d'être moins beau. Au revoir. Salut. Voici une manchette ou deux de sport avec M. Louis Hardy ce matin, puisque Pépère n'a pas... le moteur à Pépère est resté collé sur la pédale. Ben oui, parce que le moteur on à sait Pépère. que Pépère se berce. les chauffe-moteurs ne fonctionnent pas dans 50% des cas, d'ailleurs. Hein? Ah oui, c'est vrai? prouvé, ça. Ou Eh 30%, quelque chose comme ça. La dernière victime de Boris Becker est nul autre que le Britannique Greg Rosetsky. Alors Becker, tête de série numéro 4, qui s'est qualifié pour le deuxième tour des internationaux d'Australie, tout comme Monica Seles, Mary Pierce chez les femmes, Pete Sampras également, et aussi Stefan Edberg. Voilà pour l'Australie. Maintenant, le Suisse Michael von Groningen a remporté le slalom géant d'Adelboden, comptant pour la Coupe du monde masculine de ski alpin. Il a été sur tous les podiums du géant depuis le début de la saison. Et le Canadien, mercredi, demain, au Palladium, à Ottawa, contre les sénateurs. Au cours de ces 3 derniers quarts d'heure, vous entendrez Jean-Claude Vigor. Vous pouvez déjà lui parler à 790-0690 si vous avez besoin de quelque chose. Vous entendrez parler de REER et de plus en plus parce que M. Chiasson est là ce matin. Vous entendrez parler, M. Laurando. Voulez-vous parler tout de suite d'ailleurs? Parlez tout de suite, ça vous fait plaisir. On vous écoute tout de suite, alors parlez tout de suite. Il y a une suggestion intéressante qui est faite par Alan Fotheringham dans le Macleans, qui est de changer le nom de la province Colombie-Britannique. Pourquoi? Parce que cette province est de moins en moins britannique. On va l'appeler Colombie japonaise? Ah, vous avez deviné. Casino-Colombie. Il suggère d'appeler la ville, d'ailleurs, Vancouver. C'est bon, parce qu'effectivement, un quart de la population est chinoise et ça va s'accroître encore à partir de 97. Évidemment, c'est nommé en l'honneur de cet explorateur. George Vancouver, qui était le capitaine, qui est le premier capitaine qui est allé évidemment à l'île de Vancouver, mais qui était l'assistant du capitaine Cook, parce que Cook est allé à Vancouver, presque. Mais il faut dire que c'était des gens audacieux qui se sont placés là, ce qu'il appelle des English Fabian Socialists. Fabian, ça veut dire quoi, Fabian? C'est un courant d'accord. À l'époque, qui se sont installés, qui ont navigué autour du Cap Horn et qui se sont installés à Vancouver. Et politiquement, c'est une région du pays qui est très, très différente. C'est la région qui envoie le plus de membres du Reform Party à Ottawa. Et quand on a tenté, quand les penseurs de M. Chrétien ont tenté de diviser le Canada en régions, pour fin de veto constitutionnel. Ils ont réussi à se faire région. Ils se sont fait ajouter à la dernière minute. Il y a eu une levée de bouclier énorme. Il y a pour les Américains, et Fotheringham ne fait que cette réserve, ils sont attirés par la ville de Victoria. Si vous allez dans cette ville, c'est comme si la reine-mère y habitait ou y était débarquée il y a peu longtemps. Le Parlement est fleuri de lierre et de couleurs l'été. On a l'impression d'être à Londres. Et ce qui attire les touristes américains de l'autre côté qui franchissent ce que Fotheringham appelle le rideau de Tweed. Mais en fait, pour l'ensemble, c'est une province extrêmement différente des autres, dit Alan Fotheringham, dans le Macleans. Il y vit d'ailleurs. Vous ne lisez pas que le Maclean, je vois que vous avez l'article. Et l'article est de qui d'ailleurs dans la presse? Il est dans le Devoir. Hélène Laperrière, qui est urbaniste et membre du groupe Culture et Ville de l'INRS Urbanisation. Elle choisit le même sujet ce matin que celui de M. Marsan. Vouliez-vous d'abord que nous parlions du sujet pour enseigner nos auditeurs? Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement du Québec veut déménager la Bibliothèque nationale parce que, à l'endroit où elle est... La Bibliothèque nationale, parlons pour tous les gens qui ne s'y sont jamais allés. Où est-elle? Actuellement, qui est-elle? Actuellement, c'est l'ancienne Bibliothèque Saint-Sulpice. Elle est sur la rue Saint-Denis. C'est un très beau bâtiment, etc. Et elle recueille
à la fois les vieux livres, les disques, les cartes, tout ce qui a constitué la culture matérielle francophone. C'est pour nos auditeurs de très loin, elle est exactement entre Maisonneuve et Sainte-Catherine, face à l'Université du Québec. Un peu non, un peu plus haut, c'est ça. Un peu plus haut. En face des bars de la rue Saint-Denis. Oui, c'est entre Maisonneuve et dans Ontario. un quartier commercial. Excusez-moi. C'est ça, je pensais à l'ancien édifice d'artisanat. Bon, voulez-vous nous parler de l'édifice d'abord? Est-ce qu'il est intéressant à ce point-là? Oui, c'est un très bel édifice, mais malheureusement, il est trop petit. Il est trop petit. D'ailleurs, il a été fait vers 1860, à ma connaissance, pour une bibliothèque relativement locale, celle des Sulpiciens. Et actuellement, il est trop petit pour loger toute la collection. Alors, le gouvernement veut le déménager, mais le problème, c'est où? Alors, il y a deux possibilités, soit au coin de Saint-Urbain et Sherbrooke, l'ancienne école des Beaux-Arts. Saint-Urbain et Sherbrooke, l'ancienne école d'architecture, là, il y a un complexe possible. Ou encore, ce qui semble être le choix, l'édifice Simpson, l'ancien magasin Simpson. Le grand magasin de 8 ou 9 étages. C'est ça, sur la rue Sainte-Catherine, qui est un très beau bâtiment. Et là, ce qui est assez étrange, c'est que l'Union des écrivaines du Québec s'oppose à ce déménagement à l'édifice Simpson. D'accord. En disant, on ne quitte pas le quartier latin parce que dans le quartier latin, bon, il y a plusieurs organismes et institutions culturelles telles que la Cinémathèque, la Place des Arts, l'UQAM, évidemment. Le Musée d'art contemporain et tout ça. Oui. Mais lorsqu'on regarde autour de l'édifice Simpson, vous avez une série d'institutions fort importantes, comme le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée McCord, le Centre canadien d'architecture, la Salle du Jésus. Vous avez deux universités, McGill, Concordia. L'UQAM a beaucoup de locaux autour du Square Philippe et sur la rue Sainte-Catherine. Et on voit que, manifestement, ça n'est pas dans la présence des institutions, mais selon moi, c'est qu'on tend à perpétuer l'ancien clivage. Qu'est-ce que c'est? Que vous voulez dire, l'ancien clivage? L'ancien clivage, c'est les Canadiens français à l'est et les Anglais à l'ouest. D'ailleurs, ça appartient au 19e siècle, alors que la culture était beaucoup plus grégaire qu'aujourd'hui. Rappelez-vous le Monument national, bon, les Québécois, la bibliothèque municipale sur la rue Sherbrooke. C'était notre coin à nous. Oui, c'est vrai. Il y a une autre objection aussi, c'est un temple des affaires et c'est pas tout à fait... De l'UQAM vient cette objection. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire un temple des affaires? Est-ce que la culture n'est pas effectivement une communication aussi? Bon, on vend des livres, on vend des disques. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut plus tenir ce discours-là maintenant, dans le sens que Montréal n'est plus une ville là, qui est ramassée autour du centre-ville. C'est une immense région, à peu près 50 km autour de la place Ville-Marie, et tous les groupes culturels ou ethniques sont mêlés dans ça. Si je vous comprends bien, vous voulez dire qu'il y a justement tellement de groupes culturels, tellement de gens qui ont accès à cette bibliothèque, que pour nos auditeurs, encore une fois, Saint-Denis ou Metcalfe, pour vous, ça ne fait pas de différence. Non, d'abord que c'est au centre-ville. Le lieu, lui, ne fait pas de différence. Non, d'abord que c'est au centre-ville et que c'est accessible. Oui. Bon, parce que tous les gens qui viennent de la périphérie et même dans les quartiers centraux doivent pouvoir y accéder et par définition, c'est le centre-ville qui est le plus accessible. Et comme vous le dites, il y a de plus en plus de communautés dans tout Montréal. Et pas seulement la communauté francophone de Saint-Sulpice, l'UQAM. Ou en fait, il n'y a pas uniquement les francophones à l'Est et à l'Ouest. En fait, l'NDJ maintenant est plus francophone qu'anglophone, etc. Ça ne veut plus rien dire. Mais alors, la démarche des écrivains, la démarche de ceux qui sont contre le déménagement chez Simpson, il y a quelque chose du mot Simpson, il y a quelque chose qui les ennuie dans tout ça, il y a quelque chose qui est grand magasin, qui est une image de l'anglicité d'une partie de Montréal aussi. Bien, je ne veux pas faire un procès à ce moment-là, mais je présume qu'on essaie encore de coller culture à des lieux spécifiques où sont des groupes spécifiques. Alors que ce n'est plus la réalité. Et que cette bibliothèque soit sur la rue Sainte-Catherine, elle ne va être que plus visible. Le bâtiment en question est un superbe bâtiment. Bon, on pourrait dire qu'il agrandisse par hypothèse autour de la bibliothèque de Jacques-Saint, c'est un bon choix aussi. Il n'y a pas effectivement de mauvais choix. Mais les arguments qui sont mis de l'avant m'apparaissent effectivement dépassés actuellement. Et l'autre option, c'est-à-dire l'option de la rue Sherbrooke, ce serait une option qui serait comparable à celle de chez Simpson, c'est-à-dire que c'est dans l'Ouest, c'est éloigné. Mais quand on parle d'une bibliothèque, je ne sais pas si peut-être que je suis dépassé. Pour moi, il y avait l'odeur, comme je disais, de la bibliothèque. Il y avait l'image même des livres que l'on voyait et qui aussi incite à l'idée du livre. Mais il y avait aussi le fait que
devant l'UQAM, c'est un lieu où il y a des milliers d'étudiants, donc tous ces gens ont accès à pied, en se promenant, à la cinémathèque, à la bibliothèque. Est-ce que ça ne fait pas partie de la communauté de vie de ces gens-là? C'est sûr, mais McGill aussi et Concordia, ça fait des milliers d'étudiants. Et il y a des programmes à McGill où les francophones sont presque majoritaires. Et pour moi, ce qui ne fonctionne plus, c'est comme si ces bibliothèques nationales, l'État national, uniquement en fonction des francophones. Si on va avoir effectivement un État québécois, je m'excuse, il y a quand même 20% des gens qui ne sont pas francophones. Il faut quand même en tenir compte. Je me pose la question à moi aussi. Une bibliothèque, ce n'est plus justement seulement l'odeur des livres. Il y a l'accès par Internet, l'accès par les ordinateurs, l'accès par les documents CD-ROM, tout ça. Prenez des cartes anciennes. En fait, vous avez plus de cartes anciennes qui sont en anglais qui sont en français. C'est évident à partir d'origine britannique. Est-ce que pour moi, ça fait plus de sens, ce langage-là. Est-ce que le professeur d'architecture, lui, doit, lorsqu'on parle d'un lieu comme une bibliothèque, il voit aussi un lieu architectural où il se dit quel est le lieu le plus efficace? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Certaines personnes vont attacher beaucoup d'importance au lieu comme symbolique. Bon. Ça tend à être dépassé pour l'efficacité d'une certaine façon, mais on voit bien qu'en France, avec la Bibliothèque nationale de France, qu'on attache une importance au lieu. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais dans le monde dans lequel on vit, où on n'a plus d'argent, moi, je ne vois pas de problème à rénover un ancien bâtiment pour ça. Bon, l'idéal serait peut-être d'avoir un palais, mais on n'en a plus. Bon, et qu'est-ce qu'on fait de la bibliothèque de Saint-Sulpice? Ça, c'est un grand problème. Ça, pour moi, c'est le plus grand problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Bien, simplement, on ne peut pas laisser ces bâtiments, qui sont des bâtiments de culture, on ne peut pas les laisser vides très longtemps. Il faut absolument qu'ils soient occupés, autrement ils se détériorent. Eh bien, merci beaucoup, M. Marsan. Ça fait plaisir. C'est très aimable de nous avoir apporté tout ce sujet de réflexion. Au revoir et merci. Nous allons vous faire entendre une chanson maintenant qui s'appelle... pas pire celle-là. Je pense qu'elle est jolie. Je pense que je la connais même. Et voilà, Véronique Rivière. Etc., etc. Alors, j'avais promis à nos auditeurs de le faire. On va s'envoyer Monsieur Laroche et la météo pour rigoler. Et puis après ça, on va regarder quelques petits détails de M. Laurendeau, puis quelques petites caricatures au sujet de François Mitterrand et de son départ. C'est pas facile de caricaturer la mort d'un homme, et ils l'ont fait. Alors, je vous en donnerai quelques-unes qui sont assez belles. D'abord, allons-y avec M. Roger Laroche. Avec une belle circulation du côté de Laval, l'autoroute des Laurentides, c'est relativement léger. Le passage de la 440 pour la 13 Sud, généralement, il y a un petit ressac chronique. Ce n'est pas le cas ce matin. La 13 Sud de la 440 à la Rivière-des-Prairies, à peine 4 minutes et demie. Sur la 25, en direction sud, vers Hippolyte-à-Fontaine, par contre, on avait tantôt camion en panne. Là, on nous dit qu'il y a accident dans l'échangeur Hochelaga. Vers le pont Champlain, c'est négligeable à compter de Tachereau. On parle de 11 minutes de temps de parcours. Jean-Cartier par Tachereau, à peine 2 minutes. Merci, M. Roger Laroche. Voici les prévisions de Mme Ève Christian. C'est nuageux ce matin, mais on aura de la neige qui devrait commencer vers 16 h cet après-midi et cesser disons vers minuit, 1 heure. On aura à peu près entre 2 et 5 cm de neige pour cette période-là. Maximum aujourd'hui, moins 8 degrés. Et en fait, les températures vont continuer à augmenter jusqu'à moins 2 degrés tôt demain matin et jusqu'à 3 degrés en après-midi demain. Et évidemment, avec cette hausse des températures, on aura un changement de précipitation. La neige deviendra de la pluie verglaçante vers 1 heure du matin. Ça devrait cesser vers 7 heures du matin pour se changer en pluie ou en bruine. Ce sera venteux aussi du sud demain avec rafale pour la rive sud et jeudi, des averses de pluie, 4 degrés. À Dorval. Nuageux, moins 17, vent de l'est à 7 km à l'heure, humidité relative 55 %. Et là, je donne la pression barométrique en 3 unités, si vous voulez placer votre baromètre. 103,70 kPa, la pression elle est à la baisse. 30,6 pouces de mercure ou 76,5 cm de mercure. Il fait moins 24 à Québec, moins 23 à Sherbrooke, moins 22 à Saint-Jovite, moins 21 à Mirabel et Trois-Rivières, moins 20 à Ottawa et moins 18 à Saint-Hubert. Et ça devient nuageux
nuageux là, de plus en plus. J'ai des nouvelles de Bernard Voyer. Ah oui. Petit passage que je vous lis d'une télécopie que j'ai reçue hier. Les derniers kilomètres où chaque pas leur a coûté tant d'efforts furent physiquement et psychologiquement extrêmement éprouvants. Le terrain parsemé de sastrugies, ce sont des vagues de neige durcies, et les vents violents pouvant atteindre 100 km/h, transportant de fines particules de glace qui coupent le visage comme des lames de rasoir, furent les difficultés majeures rencontrées dans la dernière partie de leur expédition. Bernard a trouvé sa motivation en regardant derrière lui en se disant « Chaque pas que nous avons marché en est un de moins vers notre rêve ultime, le pôle sud, ils y sont. Qui comprendra que ce voyage vers l'inutile en est un vers le futur, vers lequel des générations pourront regarder avec fierté et dire de l'homme qu'il est toujours capable de grands défis. » qui ne servent à rien puisqu'ils servent à quelque chose. Voilà. Alors donc, on a parlé à M. Perron, ils sont en train de s'en aller là-bas, les rejoindre. Il y a eu des grands vents et des difficultés de température, mais normalement, on devrait avoir un coup de téléphone de Bernard jeudi matin. Merci, Madame Christian. À un peu plus tard. Monsieur Laurando, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, Monsieur Laurando. Oui, vous pourrez voir dans le Maclean's... Asseyez-vous donc là, Marc, parce que je vous entends pas très bien. Une des rares photos, donc, dans le Maclean's de M. Jean Chrétien en mission avec des gens d'affaires. Il est photographié devant le Taj Mahal, tout détendu, tout souriant, avec un groupe de gens d'affaires. Il est devant cette merveille du monde. Et ce matin, Iceland, parlant de cette même mission, le caricaturiste, vous savez, ce jeune homme, Craig Kielburger, c'est un jeune homme blond qu'on a vu en compagnie de jeunes asiatiques et qui protestait contre le fait qu'on les réduise en esclavage dans des fabriques de tapis. Ce qui a fait dire à votre ami Foglia en fin de semaine qu'on n'a pas de conseils à donner à un peuple d'une telle ancienne culture, etc. Le problème, c'est que Foglia devrait savoir que même les anciennes cultures sont souvent des dictatures et des horreurs, et on a des conseils à donner sur le traitement fait aux enfants, nous, à n'importe qui, ici au Canada en tout cas. Aislinn représente Jean Chrétien qui dit « Nous sommes contre le travail des jeunes enfants, et surtout dans le cas de ce jeune Craig Kielburger. » Voulez-vous que j'ajoute quelques caricatures sur Mitterrand? Dans Le Point, la caricature, on voit Saint-Pierre, et il y a des anges qui disent « Saint-Pierre, voici Monsieur Mitterrand », et Saint-Pierre qui dit « Tout est prêt, mon petit, même l'éternité, pour qui aime à donner du temps au temps ». C'était une des dernières paroles. Dans qu'est-ce que c'est que j'ai? Le sommaire, ça c'est l'événement du jeudi. On voit Mitterrand et Dieu face à face, et Mitterrand se présente, Dieu, et Dieu dit « Moi aussi ». On le voit aussi attendez un peu, dans Libération, on voit seulement un chapeau, et c'est un coup de chapeau, le chapeau de François Mitterrand. C'est très sympathique, hein, oui. Comme caricature. Dans Le Monde, on le voit, il dit bonjour à Marianne, et il monte sur le socle et il sera sa statue. Ils l'ont représenté, on a vu Notre-Dame de Paris, et ils en ont fait un dessin dans Le Monde où on voit la rosace qui est devenue une rose, celle des socialistes. Une caricature de Pessin dans Le Monde aussi, c'est qu'un personnage qui dit « Tout ce que je sais, c'est qu'avant lui, c'était pas la gauche, et après, non plus ». Dans Le Monde, on le voit avec la ligne de ses sondages qui remonte beaucoup. Et les deux dernières que j'ai gardées, qui sont très belles aussi, attendez un peu que je les ai ici, on voit François Mitterrand et qui distribue et qui sème des étoiles. Et celle-là qui est la plus belle, on voit cette image, mais il faut la regarder de l'autre côté pour voir la partie étoilée. C'est la physionomie de Mitterrand. Oui. Et qui donne le baiser et qui reçoit le baiser de la mort. C'est absolument magnifique. Le ciel représente un peu son profil. Oui, c'est très beau. La plus méchante, la plus mordante, il y en a eu une mordante qui est parue dans The Economist il y a à peu près 48 heures. On aperçoit Mitterrand, un saint littéralement, avec une auréole. Et cette auréole est faite des petites étoiles de la communauté européenne. Ah, elle est pas mal. Que évidemment, The Economist regarde avec beaucoup de méfiance. Elle est pas mal. Merci beaucoup, M. Laurando. À tout à l'heure. Peut-être parlera-t-il, mesdames, messieurs, d'urgence et de cette scène inoubliable que vous devrez oublier parce qu'on avait de nos beaux et belles comédiennes tout nus et puis ils nous ont coupé ça. On verra ça pourquoi. Encore une coupure, M. Chiasson, ça se peut-tu? Ils sont rendus qu'ils coupent les scènes tout nus? Ça n'a pas de bon sens. Ils sont mal pris. Ils sont mal pris, c'est vrai. La famille fortunée, chronique de M. Chiasson. Ben oui, on va s'amuser un peu. On va voir, Joël, si ça appartient justement à ce fameux 10% des Canadiens qui appartiennent à la nouvelle génération de fortunés. Bon. Et c'est le Trust Royal qui a mené une petite enquête justement pour dresser le portrait de ces gens-là, le profil, dans son dernier guide financier. Alors, d'abord, ces gens-là, qui sont fortunés, ont en moyenne un revenu familial annuel de 124 000 $. C'est des bisous, ça? Ont une valeur d'actifs de
441 000 Sainte bénite. Et si vous excluez la maison, la valeur de la maison, à ce moment-là, ils ont une valeur d'actif de Dans des 218 000 actions, dans actions, obligations, portefeuille, de l'argent dans leur portefeuille. Alors, à partir de là, faites-vous partie de cette classe-là? Eh bien, je peux vous dire, sans crainte, que ces gens-là, pour moi, sont des pauvres. Moi, je suis beaucoup plus riche que ça. Ah! Parce que j'ai Vous êtes dans le 1%, ou? Comme disait quelqu'un, j'ai la santé. Tu sais, t'es mieux d'avoir ça, parce que tu ne l'auras jamais le 400 000, alors. À part ça. Bon. L'autre chose, il y a Mais ça, est-ce que ce sont croyances... des gens qui viennent de familles riches ou qui ont fait leur, leur fortune personnelle? La croyance populaire veut bien souvent que ces gens-là viennent déjà de familles riches. Oui. Alors, c'est pas le cas. Il y a 33 environ de ces gens-là disent venir finalement d'une famille pauvre ou de classe moyenne inférieure. Leur portrait familial aussi, c'est que les deux travaillent, l'homme et la femme, donc il y a deux revenus. Même si, comme on a vu dans d'autres articles, même si l'homme fait encore le ménage. C'est-à-dire c'est la femme qui fait fait encore le ménage, n'est-ce pas? L'homme en fait moins. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'on fait le Regardez lavage? ses mauvaises habitudes. Le lavage, est-ce que c'est encore les hommes aussi? C'est encore les filles? Semble-t-il, c'est encore les filles. Donc, oui, puis après ça, ensuite, tu écris mes tags ici, là? Ce sont pour ça, ils ont-tu des enfants? 2 à 4 enfants. Bon. Les enfants vont à l'école publique. Bon. Généralement, ils n'ont à l'école privée. Est-ce qu'ils ont des employés? Ils n'ont pas de bonne ni de gouvernante. Pas de cuisinière? Ben non, c'est encore la femme qui fait le ménage et le lavage, n'est-ce pas, dans ce cas-là. Coudon est bien occupée, la femme. Ben oui. Bon, en tout cas, à part ça... Maintenant, on leur a demandé aussi quels étaient les facteurs qui, d'après eux, ont contribué à leur succès. Oui. La première chose qu'ils ont dit, c'est qu'il faut accepter de travailler fort. Alors, c'est une commence concession mal. à faire. Ça commence mal. Deuxièmement, à part ça? En deuxième rang, l'éducation. Ils ont ce sont tous des gens, à 76%, qui ont fait des études supérieures. Ensuite, on dit économiser, bien entendu. Économiser. Alors, épargner annuellement, c'est bien important. Ça va de moins en moins bien. À part ça? Investir. Bon, ben ça, en penser. Ben, s'il faut économiser... Regardez la Banque de Montréal, tantôt, dont j'ai parlé. 9% d'augmentation de dividendes. Voilà, ça, c'est investir. Et puis? Commencer tôt à planifier sa retraite. On en a moins, là. C'est 6% des gens. Ouvrir un REER, ça, on en a beaucoup moins. 3%. Et je soupçonne que ce sont des gens qui participent déjà des caisses de retraite. Ils ont assez de bidou. Ils ont assez de bidou pour ne pas avoir des REER. Et ils participent probablement à des caisses de retraite qui les empêchent. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs là-dedans? Côté entreprise, voyez-vous, moins. Beaucoup moins. Non, c'est drôle. Hein? On dit lancer sa propre entreprise, seulement 3% des gens. Et prendre des risques, 2%. 2%? Voyez-vous? Ce sont des gens assez conservateurs, les riches, alors. Et il semble bien que ce ne soit pas du côté de lancement d'entreprise qu'on fait. Dernière question. Êtes-vous riche? Je ne m'appartiens pas à cette classe-là, moi, parce que mon épouse ne travaille pas. Elle est artiste. Vous avez de la classe. Ah oui, c'est une artiste. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Alors, saluez bien Mme Chiasson. Et vous, M. Vigor, êtes-vous là-dedans? Hein? Vous êtes dans la série des plantes vertes? Moi, je suis riche d'avenir. Nous autres, c'est la santé. Un peu de musique, ça sera pas long. Pas la bataille, mais l'aventure égyptienne de Napoléon. C'est très étonnant, ça. Alors, est-ce qu'on peut recommander à nos auditeurs de ne pas faire ça si vous allez en Égypte, de ne pas se servir des lauriers roses pour faire des brochettes puis avec le vin gratis, là? Oui, c'est vraiment très poison. Il a failli, Napoléon, perdre justement cette bataille d'Égypte à cause de ça. Tous les grognards étaient complètement à terre, se tordaient le ventre. Ils ne comprenaient pas, hein, parce que c'est pas une plante avaient fait quoi? Mais ils avaient simplement enfilé la viande sur les tiges de laurier rose. C'est une belle tige droite, agréable, intéressante, tout embroché, et les tiges étaient trop vertes, pleines de sève. Alors la sève est allée dans la viande, ils ont mangé ça, et il y a eu un empoisonnement collectif de l'armée. Quand M. Boutet était de son vivant, comme il disait dans son vivant, à chaque fois qu'il y avait une fluctuation de température, comme il y aura cette nuit, du verglas, tout ça, on lui posait des questions en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que ça va changer? » Je ne sais pas si vous allez dire la même chose. Lui, il disait « Laissez pisser le mouton ». Est-ce que c'est une expression que vous connaissez? Oui, nous on précise, laissez pisser le mérinos. Le mérinos. Le mérinos, c'est une... Parce qu'il y a des mérinos en Normandie.
J'en ai déjà vu, des Ah noirs, oui? c'est un mouton noir. C'était une vieille expression d'ici. M. Boutet disait ça. Laissez donc pisser le mouton, il n'y a pas grand danger, ne bougez pas. Alors donc, puisque demain ça ne changera pas grand-chose, parlons des sociétés d'horticulture et des conférences. Bien oui, en fin de compte, c'est dommage, ils sont pratiquement tout en même temps, ces conférences. C'est demain, mercredi 17. Alors vous avez 3 choix selon la région où vous habitez. Si vous voulez entendre parler de bassins, de flore d'eau, etc., donc c'est 17 janvier à 19h30 à Saint-Jacques-de-Montcalm. Hein, c'est un petit peu près de Saint-Esprit. Et ça se passe au Vieux Collège. C'est la société d'horticulture qui s'appelle la Nouvelle-Acadie. Alors, c'est Robert Lapalme et Daniel Bilodeau qui donnent ces conférences-là. Donc, c'est à Saint-Jacques-de-Montcalm, mercredi à 19h30 à l'édifice du Vieux Collège. Bon. Si vous voulez entendre parler de graminées ornementales. Qu'est-ce que c'est ça? Les graminées, vous savez, toutes les graminées qu'on met dans le jardin qui seraient parfaits chez vous. C'est pas d'entretien. Oui, c'est vrai. Et votre ami, comment il s'appelle, le Duc, il aime ça, lui. Il adore ça. Et là, c'est un autre maniaque des graminées, c'est Fred Omichen. Fred Omichen, c'est un professeur d'origine allemande. Il va parler qu'un accent, il faut bien l'entendre, passionnant sur ce sujet des graminées. Il en est fou. Il a une pépinière à Oka où il en produit et il enseigne aussi à l'Université de Montréal en architecture du paysage. Oh. Et ça, c'est à la Société d'horticulture de Laval. Oui. Et ça se passe donc au pavillon Bois Papineau. C'est sur le boulevard Saint-Martin-S et c'est aussi le 17 janvier, 19h30. Ah, je connais ça, ce coin-là, parce qu'il y avait une carrière. Quand on était jeune, on allait se baigner dans la carrière. C'est presque du centre d'écologie de Laval. Ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. Etc. Ouais. À part ça... Et le troisième choix, c'est les vivaces, les stars de nos jardins. Si vous voulez entendre parler des hémérocales et des hostas, c'est une conférence de Jacques Doré, qui est un producteur d'iris, surtout, qui s'appelle Au Jardin Osiris. Et ça, c'est à l'école Saint-Benoît. Il est producteur d'iris, puis il s'appelle Osiris. Non, il s'appelle Jacques Doré. C'est Jardin Osiris. Ben oui, Osiris, Iris. Ben oui, c'est ça. C'est un Égyptien en plus. Oui. Alors, c'est à l'école Saint-Benoît, 500 avenue Mont-Cassin-Ouest. Pour information, le 384-5681, 384-56. Alors, c'est aussi demain à 19h45. Monsieur Vigueur, je vois que nous n'aurons pas le temps de parler du petit calendrier des semis. On fera ça à la jeudi, si vous voulez. C'est le temps de faire quelque chose de spécial? Non, mais puisqu'on était encore dans la sève, il y a eu beaucoup de questions là-dessus sur les sèves toxiques. Ah oui. Alors, par exemple, lorsqu'on fait des boutures, lorsqu'on coupe une bouture d'une plante où ça dégoûte, que faut-il faire? On l'a dit, il faut tremper dans l'eau froide. Mais c'est pour les mains, puisque c'est avec la manipulation qu'on devient allergique aux sèves. Les premières années, ça va bien. Comme pour moi, les boutures de géranium, après presque 30 ans de métier, j'ai les mains qui s'assèchent et qui vont se fendre. Le géranium, il y a beaucoup d'essence. Dites-moi pas que vous travaillez avec des gants. Non, alors je ne peux pas travailler avec des gants parce que j'aime pas ça du tout. Eh bien, à ce moment-là, je prends de l'aloe vera. Alors, soit fraîche, soit en gelée, que l'on peut acheter maintenant en magasin en grosse bonbonne. Puis c'est vraiment le secret là, pour garder des mains de jardinier convenables, pour pas que les doigts fendent. Vous en mettez partout sur vos mains, vous coupez vos boutures, vous travaillez dans votre terre, puis ensuite, après le travail, vous relavez vos mains. J'ai fait ça. J'ai un aloe vera, j'ai cassé une branche, j'ai pris la sève, puis je me suis beurré ça là-dessus. Ouais. J'ai perdu 2 doigts. non, sans blague, c'est une brûlure et c'est disparu en 2 jours. Ouais. Donc, c'est extraordinaire. Ayez toujours un aloe vera chez vous. Toujours. Et dans le jardin, vous pouvez avoir du consoude. Du consoude. Cette plante-là est fantastique. Le mot vient souder. Quand vous avez des blessures, vous mettez de la racine de consoude, ça cicatrise d'une façon merveilleuse. Je vous poserai d'autres questions jeudi. Merci beaucoup, Jean-Claude. Il est à 790-0690. C'est M. Louis Hardy qui fait le résumé des nouvelles du sport. Il est 9h-13. Eh bien, dans le monde du sport, les résultats du mardi des internationaux de tennis d'Australie, si vous voulez. Alors, disons que Boris Becker s'est qualifié pour le 2e tour puisqu'il a battu Greg Rusedski. 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 et 6-3 au prochain tour. Becker va rencontrer le Suédois Thomas Johansson. Maintenant, les autres qui ont passé dans le courant de la journée, là-bas, à Melbourne, eh bien, Mary Pierce, Monica Seles, aussi l'Australien Richard Fromberg. Non, ça, c'est un petit peu, c'est Pete Sampras qui a battu Fromberg. Et ensuite, Stefan Edberg qui est passé également. Todd Martin, Pete Sampras, Thomas Muster, Patrick McEnroe, Medvedev et j'en passe. Monica Seles et Kimiko Date, on l'a déjà dit. Maintenant,
Aujourd'hui, à Aldenboden, en Suisse, victoire du Suisse, justement, de l'Helvète von Groningen, qui a remporté le slalom géant d'Aldenboden. Et il a battu Urs Kälin, un autre Suisse, et le Canadien Thomas Grandi est 21e. Une petite nouvelle sur le sport d'hier soir. Qui a gagné, qui a perdu? Les résultats du hockey, eh bien, 6-0, les Canucks ont blanchi les Bruins. Il faut vous dire également qu'à Uniondale, les Islanders l'ont emporté par 3-2 sur Tampa Bay. Et aussi, Philadelphie, Eric Lindros, 300e point dans sa carrière. Et les Flyers l'ont emporté 6-1 sur les Stars de Dallas. Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'avoir permis à Pépère de ne pas quitter sa chaise berçante à matin. On est là pour ça, monsieur. Merci, monsieur Hardy. À la prochaine. Voici la météo. Nuageux avec de la neige qui devrait commencer en fin d'après-midi, maximum de moins 8 degrés. En fait, les températures sont à la hausse jusqu'à demain. Moins 8 aujourd'hui, mais moins 2 à l'aube et 3 degrés demain en journée. La nuit prochaine, la neige se change en pluie verglaçante. Demain matin, cette pluie verglaçante se change en pluie ou en bruine et ce sera venteux pour toute la période. Merci beaucoup. Il fait moins 18 quand même, très froid ce matin, Roger. Mais une circulation là, qui demeure étonnamment fluide sur la transcanadienne en direction est. On me témoigne entre autres que depuis le boulevard Saint-Charles jusqu'à l'échangeur d'Équerry, on fait du 100 km/h et certainement pas du 100 de cochon. Merci beaucoup. Et à ceux qui nous appellent pour dire qu'on dramatise quand on dit qu'il fait moins 18 et très froid, ceux-là, allez attendre l'autobus pendant 20 minutes et marchez 8 rues jusqu'au métro, vous allez voir. Le prix de l'or, 395, une baisse d'1,35 $. Le dollar 73,34, une baisse de 4 centièmes. 3 francs 65, 1155 lire 78 yens. 2,10 $, la livre anglaise. 94 le mark. Et 5 pesos 54 au dollar. Dans 30 secondes, ou à peu près, il sera 9h moins 10. Revue de presse. Il est beaucoup question de la saine concurrence, et c'est un terme que le Devoir met entre guillemets, c'est-à-dire de la concurrence agressive, devrait-on dire, entre TVA et la Société Radio-Canada. Pour Paul Desrivières du Devoir, la Société Radio-Canada est attaquée de toutes parts et fait l'objet d'un rapport, le rapport Junot, qui est retenu, écrit-elle, jusqu'au retour du premier ministre Jean Chrétien. Ce dernier voudrait bien, entre-temps, procéder à un remaniement ministériel et confier le délicat dossier de la politique culturelle canadienne à un nouveau ministre. Alors, question de rester dans le débat, le réseau concurrent TVA fait monter les hostilités d'un cran en s'offrant hier une pleine page d'annonces dans les principaux quotidiens du Québec et implorant le premier ministre canadien de rétablir les règles de la saine concurrence. Pour la commentatrice médiatique du Devoir, dis-je, tout cela montre que le mauvais goût n'existe pas en affaires. TVA en profite pour frapper le télédiffuseur public pendant qu'il est faible et vulnérable. Et etc. Autre commentaire, elle dit la TVA, elle a recueilli des réactions à tout ça. Et il s'est produit cette histoire, le voyage de Jean Chrétien. Radio-Canada a offert des images aux autres réseaux. Oui, certains ont accepté, d'ailleurs, comme CTV, Global, et ont payé. Mais TVA voulait payer, mais moins. Et finalement, a refusé. Et réaction de la SRC ce matin, c'est ridicule, dit la direction de l'information de Radio-Canada. TVA veut tout gratuit, c'est ridicule. Encore une fois, Radio-Canada, mais dans le genre sexy, dans la page de Mme Cousineau. Selon elle, Radio-Canada est tellement dans l'eau bouillante ces temps-ci depuis le ramdam médiatique provoqué par le bye-bye que la haute direction surveille avec des yeux de lynx tout ce qui pourrait provoquer une autre levée de bouclier. Voilà pourquoi, dans la série de Régent Tremblay et Fabienne Larouche, on a édulcoré une scène entre Nathalie Gascon en combinaison string. Édulcoré. C'est l'expression. C'est joli. Je résume ce qu'il dit là. Parce qu'on l'a pas supprimé totalement, c'est pourquoi j'emploie cette expression. Il y avait David Lahaye aussi, Nufes. Le réalisateur demande si on peut penser à émasculer la scène. Ah non, vous savez qu'on m'a reproché ce terme il n'y a pas si longtemps. Alors, non. Horrifiés, les patrons de Radio-Canada ont exigé un remontage. La scène aura la même longueur. On a substitué d'autres plans de caméra qui seront moins affriolants. Alors, au lieu de montrer le sting de Mme Gascon, il paraît qu'on voit une civière ou le mur de la chambre. C'est pas mal. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Affriolant. Réaction de Mme Fortin aussi, elle est citée la saine émulation entre les télévisions généralistes publiques et privées demeure la meilleure garantie d'une offre qui répond aux besoins de l'auditoire. La marginalisation d'un des partenaires majeurs, il s'agit de Radio-Canada, dont on voudrait faire un PBS du Nord,
sport mettrait toute la télévision en péril, dit Mme Fortin. Et à partir de demain, en plus des cotes de la bourse et du prix du franc, je vous donnerai la cote de la scène sur le marché noir. Ah, oui. Oui. On parle du gala des génies et c'est Louis Cousineau qui très férocement dit que quand on pense que la télévision nous montre des rebelles en Tchétchénie, nous ramène des images de l'espace, on se demande comment Radio-Canada a fait pour rater ses connexions entre le boulevard René-Lévesque et l'hôtel Weston situé rue Sherbrooke à quelques coins de rue. Et enfin, ce succès vraiment très mitigé là, des génies dimanche soir fait dire à Mme Gauthier, qui est commentatrice dans le Journal de Montréal, que peut-être que le directeur des programmes pas le directeur des programmes, le directeur des variétés est en difficulté là, ces jours-ci. Elle écrit ça dans le Journal de Montréal. Il y a une mise au point du commentateur Jeff Simpson dans le Globe and Mail. Roger D. Landry, président éditeur de la presse, a dit qu'il ne fait partie d'aucun groupe qui ne vise à déstabiliser le leadership de Daniel Johnson. Et M. Jeff Simpson, à la suite de cette mise au point de Roger D. Landry, fait amende honorable. Il y a Lisiane Gagnon qui traite de ce même sujet et qui a parlé à des militants libéraux. Il y en a qui souhaitent que M. Johnson, Daniel Johnson, reste en tête jusqu'aux prochaines élections. Il sera toujours temps de changer de chef quand on se fera laver par Lucien Bouchard. Mais d'ici là, pourquoi envoyer un bon cheval à l'abattoir? Et finalement, on ne le déteste pas au sein du parti. Selon Lisiane Gagnon, il n'y a personne de meilleur chez les libéraux provinciaux actuels. Et c'est un peu comme Robert Bourassa, c'est-à-dire que lui aussi passe pour un terne comptable sans charisme ni d'oratoire particulier. Mais il arrive que la constance paie, écrit Lisiane Gagnon, que le prétendant et conduit finissent par gagner, non pas nécessairement le cœur, mais la confiance de la belle. Robert Bourassa ne fut jamais très aimé, un chef aimé, mais finalement, il a accumulé de stupéfiants succès électoraux, 4 mandats, 16 ans au pouvoir. C'est presque autant que Maurice Duplessis. Alors, même si M. Johnson n'est pas aussi habile dans l'entourloupette verbale, la conjoncture a changé. On n'est plus réfractaire au discours fédéraliste orthodoxe. M. Johnson est plus raide sur ses skis, mais il a foncé tout droit et, la pente contenait un obstacle. Il a frappé une plaque de glace, dont va nous parler plus tard Lisiane Gagnon dans une autre chronique. Et c'est fort dommage, cette scène qu'on ne verra pas, parce que M. Jean-V. Dufresne, que vous lirez avec bonheur et plaisir ce matin, nous parlait justement de l'enfer qui n'est pas aussi terrible qu'on le pensait. Suivant les Anglicans. Suivant les Anglicans. Ouais. Ben oui, on peut toujours changer. OK, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Alors, lisez-le, Jean-V. Dufresne, vous vous amuserez. Et l'avez-vous vu, la scène, vous? Bien sûr que je l'ai vu, moi. Bon, ben alors demain, je vous donnerai 1 minute de plus si vous nous la décrivez. Ah! Je sais faire. Est-elle Calipige? Non, la série, vous allez voir, il y a pas mal d'autres choses à voir. Est-elle Vénus ou Calipige? Quoi, c'est un détail? Elle est magnifique. Ben, alors, si elle est magnifique, on l'avait Elle est Calipige. Bon, OK, vous direz ça demain. J'ai une nouveauté pour vous. Je ne sais pas si vous croyez beaucoup au concours, mais il faut beaucoup de ténacité pour réussir à percer en tant qu'interprète dans le métier. Isabelle Boulay a gagné le prix du public et le prix de la meilleure interprète chez elle en Gaspésie en 90. En 91, elle a gagné à Granby. Elle a fait des tournées avec Claude Léveillé, avec Claude Dubois, avec Dan Bigra. Elle a été découverte en remplaçant Luce Dufault dans le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse automate pour Starman en tournée, et elle a fait un premier album, mais c'était pour représenter la voix d'Alice Robbie dans la série télévision. Puis moi, je l'ai écouté, ce disque-là, et moi, je suis pas arrivé à l'aimer parce que je trouve qu'elle crie, enfin, j'étais plutôt déçu. C'est pas une interprète qui ferait comprendre qu'Alice Robbie est devenue une star avec une voix pareille. Et par contre, Isabelle Boulay vient de lancer son premier album, Fallait pas. C'est 11 chansons, 11 nouvelles chansons réalistes, écrites, arrangées et réalisées par Daniel Dechem. Et je situerais Isabelle Boulay, moi, un petit peu entre René Martel et Claude Valade, comme style. Plus jeune, Joël, bon. J'ai rien dit. Écoutez un peu, on va entendre une de ses chansons. Juste un petit extrait de Jean Rage. D'accord. Plus je connais le monde, plus je vois qu'il ressemble à ce que tu disais que j'ai pas toujours cru. Tes colères soudaines, je les revis parfois. Qu'on se
se lèvent les masques sur ses regards froids. Elle est aussi une très belle personne. Une très belle jeune fille, un beau talent, c'est une nouvelle carrière à surveiller. Il y a, j'ai pas le temps de vous parler de cinéma, mais il y a 36 premières de théâtre ce soir. Il y a des premières et des avant-premières, comme je peux pas y aller, moi, ce soir, à la première au théâtre du Rideau Vert. Je vais aller ailleurs, je vais peut-être aller à la Licorne, je vais peut-être aller à une des autres premières, mais... Au moins, elle vient pas chez nous, c'est sûr. Il y a le programme double il y a la cantatrice chauve et la leçon en programme double. Les deux pièces. Chauve. Oui, de Ionesco. Bon. 2 pièces de Ionesco présentées au théâtre du Rideau Vert, donc comico-tragique évidemment. Et ce sont 2 pièces qui sont magnifiques. Mise en scène, je n'ai pas vu la mise en scène de Daniel Roussel, là, mais il avait déjà monté les chaises très très bien. Il avait monté les chaises. Les chaises de Ionesco, pas monter des chaises dans le bon. Bon, ben OK. Alors, c'est avec Hélène Loisel, Normand Chouinard, Marquis Tabois, Jean Marchand, Carl Béchard, Christiane Proulx. Vraiment une belle distribution. Et à la Licorne, c'est la première de Addolorata que j'ai vue il y a 107 ans. C'est la première enfin, on sait votre âge. de Marco Micone. Une pièce de Marco Micone qui est reprise à la Licorne. Et il y a 107 ans, quel âge vous aviez? J'étais comme aujourd'hui. Elle est née de même, mesdames, messieurs. Voici M. Laroche. Une fin d'heure de pointe qui est à l'image de l'ensemble de l'heure de pointe, à savoir que ça va généralement bien, ce qui me permet de vous prédire qu'effectivement, il va pleuvoir. Je m'en vais laver ma voiture, c'est toujours ça qui arrive. Mais lavez pas ça tout de suite, là! Ah oui, quand je la lave, il pleut. Vous allez... Il va rester dans le lave-auto jusqu'à demain, il lave ça ce matin. Salut, au revoir. Salut. Voici la météo. Alors, de la neige qui commence cet après-midi, ça se change en pluie verglaçante la nuit prochaine. Demain, en pluie ou en bruine. Température à la hausse pour atteindre jusqu'à 3 degrés demain. À la hausse continuelle, là, aujourd'hui, la nuit prochaine. Jeudi, des averses, 4 degrés. Et en pluie, il y aura des vents aujourd'hui, la nuit prochaine et demain. Eh bien, je vous remercie, Madame Christian. Voici Monsieur Hardy, mesdames, messieurs. Depuis plus de 20 ans, la Coupe Memorial échappe aux juniors québécois. On vient de penser à un truc. Pourquoi on se passerait pas les meilleurs joueurs du Québec, justement, dans l'équipe qui a le plus de chances d'aller à la Coupe Memorial pour enfin la rapatrier? Pour demander à Dick Pound ce qu'il en pense. Là, il va nous traiter de tous les noms, là. Merci beaucoup, Madame Grimaldi. En tout cas, je sais que je vais finir ma soirée au Balatou parce que c'est l'ouverture ce soir du Festival du Maghreb avec ce soir et demain les nomades du leader du groupe Nasser qui est un multi-instrumentiste il y a chanteur, musicien, tout ça. Je vous en parle demain. Merci beaucoup et la scène, vous nous la raconterez demain. Et vous, M. Singapour sur Saint-Laurent, c'est ainsi que Michel C.O.G. traite de cette idée de faire de Montréal une sorte de ville-État si le Québec devient indépendant. C'est absurde parce que les vrais habitants vivent en banlieue, couronne nord ou sud, et ont voté oui d'ailleurs. C'est oublié de tous ces gens qui dorment en banlieue pour sauver des taxes, mais qui viennent quand même travailler à Montréal.